Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été, Édouard Dorian, Sipel, Pierre Gentillet, Didier Testo et Bruno Pomar. On parle de l'actualité de l'été et malheureusement elle est dramatique puisqu'on parle de la guerre des gangs qui fait couler le sang en France et qui fait ouvrir le feu. Mais on parle aussi de la guerre politique qui va venir. Qui pour l'Elysée? Est-ce que le ministre de l'Intérieur a raison de croire en ses chances pour la prochaine présidentielle? On en parle tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Vous votez sur Twitter et sur YouTube. Gérald Darmanin a-t-il raison de croire en ses chances pour 2027? Il a été propulsé par son mentor, médiatiquement parlant, en quelque sorte, cet été. Nicolas Sarkozy, qui était d'ailleurs l'invité du 20h de TF1 il y a peu. Pourquoi lui et pas les autres? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a été avec moi d'une grande fidélité. J'apprécie ses origines modestes. J'apprécie le fait qu'il n'est pas formaté comme tant d'autres par les grandes écoles. Après, est-ce qu'il sera un jour candidat? C'est lui qui en décidera. Est-ce qu'il sera un jour élu? Mon Dieu, c'est encore dans si longtemps. D'ici là, il y a encore 4 ans. Essayons de voir avec le président de la République actuel ce qu'il est possible de faire. Oui, ça s'appelle une précaution oratoire en quelque sorte. Il parle toujours bien, Sarkozy. Il a toujours bien parlé, ça c'est un fait, personne ne lui a... Vrai politique. Personne ne l'a jamais démenti là-dessus. On accueille notre invité Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPEUF, enseignant à Sciences Po. Bonsoir à vous Bruno Cotresse. Bonsoir. On entend Gérald Darmanin, presque adoubé plus ou moins par Nicolas Sarkozy. Gérald Darmanin dire qu'il faut se concentrer sur les classes populaires, que pour l'instant Marine Le Pen a toutes ses chances d'être élue présidente au prochaine présidentielle, sauf si, justement quelqu'un, pourquoi pas lui, il ne le dit pas comme ça, se tourner vers les classes populaires. D'abord, est-ce qu'il y a de la place pour lui? Est-ce qu'il y a de la place pour lui, Bruno Cotresse? Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une très importante compétition à droite et au centre-droit pour la présidentielle de 2027, liée au fait que, tout simplement, Emmanuel Macron ne sera plus candidat. Il y a déjà plusieurs personnalités qui sont sur les rangs et Gérald Darmanin essaye, au fond, de se faufiler quelque part entre l'espace laissé par un Rassemblement national qui, d'après lui, aurait atteint ses limites, mais pour le moment, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, et puis les Républicains qui pour le moment sont toujours en convalescence, on va dire les choses comme ça. Gérald Darmanin essaye au fond de revenir sur le parcours de Nicolas Sarkozy, de s'inscrire au fond dans les pas de Nicolas Sarkozy. Vous vous rappelez, lorsqu'en 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République avec un Jean-Marie Le Pen qui descend à 10% et un Nicolas Sarkozy qui à l'époque est clairement sur les thèmes régaliens, sécurité, loi, ordre, immigration, identité nationale. Donc, plus que ça, Bruno Cotresse, tiens, parce que j'imagine que vous l'enseignez aussi dans vos cours. Revenons à 2002, encore avant 2007. On a un président de la République, Jacques Chirac, qui est réélu, qui ne peut pas se représenter. Donc on sait qu'il faudra trouver un successeur. Et c'est son ministre de l'Intérieur, ou plutôt le ministre de l'Intérieur de son Premier ministre, Nicolas Sarkozy, qu'on verra partout, qui parlera des racailles, qui ira dans les quartiers, montrer qu'il n'a pas peur et qu'il agit. C'est ça qui l'a propulsé vers l'Élysée. Il essaye de faire la même chose, Gérald Darmanin? Exactement. Gérald Darmanin essaye de ressusciter auprès de l'électorat de la droite cette narration d'un parcours qui irait de la place Beauvau jusqu'à l'Élysée avec un bilan à faire valoir sur les questions de sécurité. Et on sait qu'au cours des derniers mois, les questions d'ordre public, de sécurité ont beaucoup préoccupé les Français, se sont imposées dans l'actualité. Donc il joue gros, Gérald Darmanin, notamment sur les annonces qu'il vient de faire, sur ce qui se passe à Marseille, à Nîmes. Il joue gros parce qu'il s'agit pour lui de montrer, le moment venu, qu'il a obtenu des résultats aussi bons que Nicolas Sarkozy à l'époque. Vous savez, lorsque Nicolas Sarkozy avait en particulier un bilan sur la sécurité routière. Oui, ça c'est vrai, sur la sécurité. Sur la sécurité en général, c'est là-dessus qu'il a été élu. Tiens, justement, restez avec nous, Bruno Cotresse. Ressusciter la geste sarkozienne. Est-ce qu'il y a une majorité de Français à qui ça peut plaire? Pierre Gentillet, vous avez l'air plus que sceptique. Ah oui, c'est un euphémisme. Non, mais je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se moquer du monde, quoi. C'est-à-dire que si Darmanin s'inspire de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que c'est signé. Nicolas Sarkozy, il faut quand même rappeler ce qu'est 2007, la campagne de 2007, et ce que va surtout être le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'il avait promis en 2007. Petit rappel, en 2007, Nicolas Sarkozy, son contrat implicite
il est avec les électeurs du Rassemblement national. C'est d'ailleurs pour ça que Jean-Marie Le Pen descend, je crois, de mémoire, à 10%. C'est ça. D'accord, c'est inédit, c'est la seule fois que ça se passera. Et de 2007 à 2012, donc campagne très à droite. Et de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy, il fait quoi? Il fait l'ouverture, sauf dans la dernière année de son quinquennat, comme par hasard. Il fait l'ouverture à gauche, hein, souvenez-vous, Bernard Kouchner et compagnie, etc. Éric Besson. Exactement. Et finalement, sur tous les grands sujets régaliens, c'est-à-dire sur l'immigration, il a un bilan qui est plus négatif en termes d'entrée légale que son prédécesseur Jacques Chirac, et à peu près dans le même niveau que François Hollande, à 40 000 entrées légales par an. Sur l'insécurité, il annonçait qu'il allait passer le Karcher, mais il n'a pas du tout passé le Karcher. Bon, je peux égrener, voilà, je peux égrener si vous voulez. Effectivement, il a supprimé en plus des effectifs de police. Bon, écoutez, on peut passer l'émission entière à faire le bilan de Nicolas Sarkozy, mais si Gérald Darmanin s'inspire de Nicolas Sarkozy, je pense pas que ce soit la bonne option pour récupérer les électeurs LR qui sont partis, de LR, parce qu'aujourd'hui les Républicains c'est 4%. D'accord, c'est 4%, c'est fini cette histoire-là. Donc Gérald Darmanin, et à mon avis, je termine en une phrase, il aura le même problème que Nicolas Sarkozy et que toute la droite depuis 2012. La sincérité. C'est ça son principal boulet. Parce qu'il peut faire autant de communication qu'il veut. On sort quand même de plusieurs, je crois, une semaine, 2 semaines d'émeutes. L'état d'insécurité, on en parle tous les jours. La libanalisation du pays, elle continue. Mais en donc, tout cas, on ne ça voit ne que jouera lui. pas pour lui. En tout cas, on ne voit que lui. Tiens, 0826 300 300. Florian, puis Anthony. Est-ce qu'il y a beaucoup d'orphelins de la Sarkozy en France ? Oui, à mon avis, il y en a beaucoup, et Pierre Gentillet a totalement raison. Si c'est pour faire comme Macron, je viens d'entendre Eduardo Sipel, je suis pas du tout rassuré parce qu'il a un langage, si vous voulez, qui essaye de faire, qui embrouille les choses pour faire passer. Mais la raison pour laquelle on en est là, notamment dans les quartiers, c'est parce qu'il n'y a pas un véritable diagnostic. Il y a une guerre à la fois ethnique et culturelle. Moi, si vous voulez, je peux vous emmener à Épinay-sur-Seine, à Ivry-sur-Seine, ou alors à Sète, et vous verrez qu'il y a des quartiers qui seront complètement différents de ce qu'a été la France. Et pour l'instant, si vous voulez, on n'en prend pas le chemin. Et donc comme Darmanin, c'est plutôt la droite de gauche, comme était Sarkozy. Et donc, en fait, si c'est pour faire la même chose que Macron, on n'y arrivera pas, bien évidemment. Donc c'est ce qu'ils essayent de faire. D'ailleurs, ils parlent beaucoup, ils emploient beaucoup de mots très verbeux. Ils emploient des jolies phrases parce qu'ils savent les manier. Mais en définitive, si vous voulez, la ligne politique, malheureusement, elle reste la même. Et donc, je ne crois pas que même s'ils réussissaient, ils pourraient résoudre les problèmes de la France, parce que il y a quand même le lien, si vous voulez, entre la guerre des gangs, la délinquance et puis l'immigration était tellement prouvé. Il y a qu'à aller on va en parler en tout cas. Restez avec nous, Florian. Je sais, mais Darmanin, il n'en parle pas. Eh bien, on va en parler justement. Restez avec nous. Non, mais il fait la communication comme Eduardo Sipel fait la communication. Alors attendez, il va vous répondre, Eduardo Sipel, il est toujours avec nous. On est là pour débattre, mon cher Florian. Donc bon, débattons dans la bonne humeur aussi. Eduardo Sipel, vous faites de la communication ? Je vais parler, si vous me le permettez, comme analyste politique, c'est-à-dire sans prendre position sur la question que vous évoquez, Gérald Darmanin. On est dans une situation où le président de la République, Emmanuel Macron, ne peut plus se représenter. Il exerce son 2e mandat consécutif. Et donc, il est inévitable qu'à un moment donné ou à un autre, un certain nombre d'acteurs et de dirigeants politiques de la majorité se mettent en avant pour essayer de prendre la place et de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Je pense que Gérald Darmanin cherche, comme d'autres au sein de la majorité, à exprimer une voix, à peser. Il n'a pas de force propre, il n'a pas de parti propre, il vient de l'UMP, il vient donc des Républicains. Il est aujourd'hui membre de Renaissance. Et vous êtes, je crois, nous sommes dans une situation où il est inévitable qu'une compétition, et il faut qu'elle soit juste et correcte, s'exerce à un moment donné au sein de la majorité. Il y a Édouard Philippe qui ne cache pas ses ambitions et qui se prépare. Vous devriez faire une primaire, ça a beaucoup marché dans les autres coins. Vous avez Bruno Le Maire, dont on peut penser que tôt ou tard, il commencera aussi à avancer des idées et s'organiser. Je crois que c'est dans l'ordre des choses politiques à partir du moment où le chef de notre camp, Emmanuel Macron, ne se représente pas. La question est la suivante.
Nicolas Sarkozy, il était dans une famille politique. On était dans un monde politique encore binaire, avec un grand parti socialiste la droite et la gauche. Et une grande droite avec l'UMP. Ils étaient au pouvoir et la conquête, à l'époque, l'estimait Nicolas Sarkozy, passait par celle du parti. C'est ce qu'il a privilégié dans une confrontation avec Jacques Chirac, qui lui a dit c'est soit le ministère, soit le gouvernement, soit le parti. Sarko prend le parti, il revient après parce que ça devient dur. Bon, là, nous ne sommes pas du tout dans la même situation. On n'a pas un camp unifié dont serait aujourd'hui émergent Gérald Darmanin. Il est membre de Renaissance. Il n'a pas la main sur les LR. Donc il n'a pas de structure. Moi, je crois que c'est une situation tout à fait inédite en réalité pour le champ politique national dans son ensemble. Et le quelque peu d'expérience que j'ai, ça commence à dater maintenant plus de 15 ans de métier politique. Vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'on est très loin de savoir quel sera le champ de départ des candidats à l'élection présidentielle. Bonne question. Et on a d'autres chats à fouetter, je pense, d'ici là, il y a encore 4 ans. Mais ça va être, je pense, quelque chose de passionnant, et j'espère que ça fera du bien au pays. Très bonne question, en tout cas posée au politologue qui est toujours avec nous, Bruno Cotresse. Deux choses. D'abord, effectivement, oui, il n'a pas de structure, pas de parti, Gérald Darmanin. Est-ce que c'est une faiblesse? L'autre chose, c'est le scepticisme rencontré par le positionnement de Gérald Darmanin auprès d'électeurs de droite ou d'anciens électeurs de droite qu'on a pu entendre, en tout cas. Je vais commencer par le deuxième point. Alors effectivement, il aurait le même problème à régler que l'ensemble des candidats issus de son bord politique, on va dire la famille du centre-droit globalement, qui est comment faire réunir les électeurs de centre-droit ou de droite qui veulent du régalien, de la loi, de l'ordre, de la sécurité, une politique en matière d'immigration, et puis en même temps une autre partie de l'électorat de centre-droit qui elle est concernée par la question des déficits publics, de la compétitivité de l'économie. Lui, il essaye de nous expliquer, Gérald Darmanin, qu'en s'adressant aux catégories populaires sur la question de la sécurité publique, il peut les ramener il pourrait les ramener vers lui, mais pour le moment, il ne parle pas beaucoup d'économie. Et là, sur cet angle-là, il rencontrera effectivement très fortement la concurrence de Marine Le Pen, qui elle aussi parle d'ordre, d'immigration, de sécurité, mais qui a un autre discours sur l'économie que ceux des candidats du centre-droit. Donc, grande difficulté pour un candidat de centre-droit d'arriver, au fond, à réduire cette contradiction. Puis alors, sur la question d'un mouvement politique, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on sait que c'est pas forcément un gros handicap de ne pas avoir de mouvement politique constitué sur une longue durée, mais Emmanuel Macron disposait quand même d'un outil qui s'appelait En Marche à l'époque, et qui était quand même la préfiguration d'une grosse organisation politique. Et qui s'est révélé performant. On sait que c'est beaucoup plus compliqué si on n'a pas du tout d'organisation. Il faut pouvoir collecter des fonds, il faut pouvoir avoir des militants qui font campagne, et ça demande effectivement qu'il parte dès maintenant s'il veut se présenter à la présidentielle de 2027 pour commencer à structurer un peu son courant. Donc on aura le temps de le voir venir. En tout cas, tiens, vous avez parlé des comptes publics d'une part, de l'économie, et de l'ordre d'autre part, la spécialité de Bruno Pomar et de Didier Testot, chacun la sienne. Didier Testot d'abord. Oui, on parle de Nîmes depuis quelques jours, et on va encore en parler depuis quelques jours. Moi, je me suis intéressé à Nîmes, et j'ai découvert, parce que je ne suis pas ça au jour le jour, que Nîmes, c'était la 6e ville la plus pauvre de France. Et on retrouve dans l'ancienne, ce qu'on appelait le Languedoc-Roussillon, 6 villes en tête de la pauvreté. On a aussi celle du Nord-Pas-de-Calais, alors ça fait le lien avec Gérard Darmanin, mais chômage, la pauvreté, les sujets de RSA qu'on peut trouver, un retard économique sur ces zones. Alors on a vu Gérard Darmanin, c'est une image, je ne sais pas si elle a été vérifiée depuis. On aurait nettoyé quelque part, comme vous savez, du temps, vous savez, quand on était à l'armée. Moi, j'ai fait l'armée. Il y avait le général qui arrivait le mardi, ou le lundi. On mettait des coups de peinture. Il ne passait que là. Et apparemment, on a nettoyé le quartier Pisevin, là où est passé Gérard Darmanin. Ça veut dire quand même qu'il a un certain nombre de soutiens. Il a, du côté d'un certain nombre de dirigeants économiques, il a commencé effectivement à faire des choses. Mais le vrai sujet de fond, on en parlait à l'instant, c'est que pour moi, c'est plutôt un handicap. qu'il s'affiche sur effectivement le côté sous Nicolas Sarkozy qui va refaire la même chose qui a déjà été fait, sachant que les sujets économiques, pour moi, ils sont prégnants. Et il n'est pas présent dessus. Non, pour l'instant en tout cas. Bruno Pomar. Ça va venir, de toute manière, ça va venir. Il faut espérer. Il en parle en tout cas des classes populaires, il ne parle que de ça. Mais c'est vrai qu'on a vu la fin des grands partis, PS et UMP. Mais je pense que Darmanin a eu quand même une carte à jouer, même s'il est sur tous les fronts actuellement. Regardez, il a quand même travaillé
beaucoup sur l'aspect sécurité avec le Beauvau de la sécurité, le livre blanc, la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère intérieur, qui est pas rien quand même, c'est 3 milliards par an pendant 5 ans, donc 15 milliards pour la police. Donc il a un crédit au niveau de la police et qui représente une population quand même très importante, police, gendarmerie et tout ce qui représente. Il est respecté par les policiers aujourd'hui pour vous? Oui, franchement, oui. Oui. Je ne sais pas si vous avez d'autres infos, mais moi, je peux vous assurer qu'à travers les syndicats, d'ailleurs, on le voit, il est quand même soutenu, il est sur le terrain. Il ne fait pas que brasser et faire de la com, il est sur le terrain à soutenir ses policiers, et c'est normal, il est dans son rôle. Mais en même temps, il essaie d'être sur plusieurs fronts. On voit la loi d'immigration aussi, qui va bientôt arriver. Là. Ça, c'est un élément hyper important. Il est malin, quelque part. Il y a la LOPMI, donc la loi sur la sécurité globale, la loi sur l'immigration. Il veut parler aux classes moyennes, et ça, je crois que c'est important, par rapport à ce que disaient les socialistes pour cette journée, en parlant au BOF, à mes compatriotes de la province. Bon, je préfère entendre parler Darmanin aux classes moyennes que entendre dire le peu qui reste de socialistes parler au BOF. Voilà, il y a tout un tas d'éléments de langage qu'il utilise. C'est encore loin, il y a encore 4 ans, mais c'est un élu local, Tourcoing, député, maire, donc il a quand même un palmarès politique qui lui permet peut-être de jouer une belle carte. Dorian-Sipel qui représente aussi la majorité en quelque sorte ici, la majorité j'entends présidentielle en tout cas. Oui, encore quelques mots d'analyse politique très simple. Je crois que si on veut comprendre ce que fait Gérald Darmanin, c'est quelqu'un qui est connu aujourd'hui des Français parce qu'il est ministre, il est ministre de l'Intérieur maintenant depuis un bon bout de temps, mais les Français ne savent pas ce qu'ils pensent sur un certain nombre de sujets, ils le connaissent dans l'action politique. Donc s'il a envie de peser dans le futur, je ne dis pas d'aller jusqu'à l'élection présidentielle, mais on peut se fixer ça comme objectif, c'est une première façon d'essayer de dire ce qu'il pense aux Français. C'est vrai que les temps ont changé, on a le sentiment qu'on n'a plus besoin de grands partis comme avant, c'est une illusion d'optique qui a quand même besoin d'une machinerie, c'est-à-dire d'une organisation des moyens et des financements, humains et financiers, mais c'est surtout une présidentielle, un rapport direct entre un candidat et les Français. Et donc ça commence par là, et je pense que c'est ce que souhaite faire Gérald Darmanin, commencer à dire ce qu'il pense de la France sur un certain nombre de sujets, à partir du lieu où il a construit sa légitimité politique, Tourcoing. Dimanche, voilà. Donc voilà, ça commence par là. C'est sa façon de commencer à peser dans le futur, dans lequel il n'y aura pas Emmanuel Macron comme candidat. Il faut bien démarrer à un moment donné quand on veut dire quelque chose aux Français. Comment mettre en scène sa descente dans l'arène? On va en parler avec Bruno Cotresse dans un instant, avec Pierre Gentillet, avec toutes nos vraies voix et avec vous tous au 0826 300 300, notamment Florian qui nous parlait d'immigration. 0826 300 300. Gérald Darmanin a-t-il ses chances? En tout cas, a-t-il raison d'y croire? On va en reparler. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix qui n'ont pas encore fini les vacances d'été, qui se voient déjà en 2027. Vous voyez comme le temps passe en tout cas. Et le temps file très vite. Bruno Pomar, de bonne humeur, qui est avec nous, comme Didier Testo, Édouard Dorian-Sipel et Pierre Gentillet. Florian au 0826 300 300. Et notre invité, le politologue Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po. Bruno Cotresse, on parlait des forces et faiblesses de Gérald Darmanin. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire? Qu'est-ce qui pourrait lui faire glisser dans sa course à la présidentielle? Le faire glisser. Alors c'est sûr que d'ici 2027, je dirais que la marche est longue et la marche est encore un peu haute à franchir. Il faut d'abord que Gérald Darmanin ait un bilan extrêmement flatteur sur le plan de la sécurité, de toutes les questions qui inquiètent tellement les Français. On a vu, on se rappelle quand même des émeutes. Notre été a été égrené de cas et de meurtres, dans un certain nombre de villes, et tout ceci inquiète beaucoup, interroge beaucoup les Françaises et les Français. Il y a un moment donné aussi, il va se poser la question de son maintien ou pas au gouvernement. Il est dans l'équipe d'Emmanuel Macron depuis le début, depuis 2017. En 2027, ça ferait 10 ans de position au gouvernement. C'est peut-être aussi un peu, c'est peut-être aussi un peu long pour être perçu par les électeurs comme quelqu'un qui incarne un peu une nouveauté. On sait, dans l'élection présidentielle, il faut quand même aujourd'hui incarner un peu quelque chose de nouveau. Ensuite, il lui faudra sans aucun doute aussi s'imposer au sein d'une compétition qui, moi, je pense, va être extrêmement intense au centre droit. On ne sait pas quelle forme va prendre cette compétition entre les différentes ambitions. Édouard Philippe, Gérald Darmanin, peut-être Bruno Le Maire. Le chef de l'État. Le chef de l'État, dans son interview au Point, a dit que s'ils y partaient divisés, ils ne seraient pas au deuxième tour.
Et puis surtout, il y a l'obstacle principal, c'est Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen aujourd'hui, elle est solidement installée dans notre vie politique. On peut dire qu'elle est favorite pour 2027, comme il l'a dit d'ailleurs. Elle a été déjà 2 fois au deuxième tour, entre 2017 et 2022, elle a progressé de 3 millions de voix, de 8 points au deuxième tour. Elle est aujourd'hui la 2e personnalité politique préférée des Françaises et des Français. Donc voilà, il y a tout un tas de difficultés qui vont se dresser sur le chemin, mais on sait que Gérald Darmanin est une personnalité qui est à la fois lagnac et beaucoup d'ambition. Alors rapidement, tiens Pierre Gentillet, 2 questions d'abord. Est-ce qu'il a intérêt à se battre publiquement avec Emmanuel Macron et à mettre en scène ses désaccords Gérald Darmanin, c'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy avec Jacques Chirac en tout cas. Non, certainement pas, pour une raison très simple. C'est-à-dire que pour que Gérald Darmanin arrive candidat à la présidence et ait une chance d'accéder, je dis bien d'accéder déjà au second tour, il y a une première difficulté, c'est la question de l'appareil. Or, aujourd'hui, il y a un appareil du centre-gauche au centre-droit qui s'appelle En Marche, qui a clarifié la situation politique en 2007. C'est le legs d'Emmanuel Macron. Et il y a plusieurs prétendants pour reprendre cet espace politique comme pour reprendre cet appareil. On pourrait parler d'Édouard Philippe, on pourrait parler peut-être des autres prétendants qui s'annonceront dans un second temps, comme peut-être Bruno Le Maire, etc. Bon, mais ça, c'est une première grande difficulté. Par ailleurs, la deuxième, si je peux terminer en une phrase, c'est que le risque pour ce qu'on peut appeler le bloc bourgeois, c'est-à-dire ce qui va du centre-gauche au centre-droit, et ce qui a été réuni par Emmanuel Macron. C'est que s'il y a plusieurs candidats sur ce bloc, la situation a changé par rapport à il y a 10 ans. Il y a une grande force politique sur la gauche radicale et une grande force politique sur la droite radicale, même si Marine Le Pen ne se considère pas de droite. Et il peut y avoir, sur une division du bloc bourgeois, un second tour entre Mélenchon et Marine Le Pen. Donc il n'est pas sûr que le bloc bourgeois, entre guillemets, se permette une telle division. Autant dire, un second tour Mélenchon-Le Pen, un cauchemar pour Édouard Dorian-Sipel qui va conclure là-dessus. Vous l'envisagez ça ou pas ? Tout peut être envisagé, surtout à 4 ans. Hein. Donc, moi, ayant un peu de métier, voterie blanc. Je sais pas ce que je ferai à ce moment-là. Et je me mets pas dans cette hypothèse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a effectivement une bataille pour être qualifié au second tour, comme toujours dans une élection présidentielle, et que Marine Le Pen semble celle qui est aujourd'hui la mieux à même d'être certaine d'être au second tour, même s'il n'y a jamais de certitude dans ces choses-là. Mais elle a un socle électoral suffisamment solide qui semble pouvoir nous faire dire que c'est tout à fait probable qu'elle soit au second tour. La question qui va se poser au pays, me semble-t-il, c'est que le pays va chercher une solution face à Marine Le Pen. C'est ce qui s'est passé la dernière fois, en 2017 déjà, et puis en 2022 encore une fois. Donc une bonne partie des Français, c'est-à-dire ces 60% en gros aujourd'hui, qui de toute façon ne voteraient jamais pour Le Pen, vont se chercher une solution et qualifieront quelqu'un au second tour. Qui prendra en charge la suite de l'héritage politique d'Emmanuel Macron? Quel rapport se constituera dans l'opinion par rapport aux forces traditionnelles de la droite d'une part et de la gauche d'autre part? Est-ce que le pays formulera une solution pour sortir de l'impasse Le Pen et de la faire battre encore une fois? Je pense que c'est possible. Ça va être en gros tout le débat et tout le déploiement de ce chemin qui nous mène vers 2027. Et en tout cas, ce sera intéressant à suivre. Et je pense qu'en effet, Marine Le Pen est loin d'avoir gagné une élection présidentielle. Je pense qu'elle peut la gagner si le pays n'arrive pas à trouver une solution et que cette solution se dissolve dans un mauvais débat national. En tout cas, il y a des signes qui trompent pas. Ça peut déraper. Il y a des signes qui trompent pas. Et donc il faut faire attention. On aura beaucoup parlé de celle qui n'a pas beaucoup parlé cet été. Elle n'a même pas besoin de parler pour qu'on parle d'elle. De responsabilité pour tous les acteurs de la majorité comme de l'opposition. Restez avec nous, chers Vraie-Voix. Pierre Gentillet, Édouard Dorian-Sipel, Didier Testot, Bruno Pomar. On va se retrouver dans quelques minutes. Merci à notre invité Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF et professeur à Sciences Po. Bon, on se rapproche des prochaines élections, donc de toute façon on vous rappellera régulièrement Bruno Cotresse. Restez avec nous, Florian. Tiens, on va parler de quelque chose qui manifestement vous tient à cœur. Dans quelques minutes, direction les Alpes-Maritimes, le président du département qui a écrit à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne pour s'alarmer d'un déferlement migratoire. Ça se passe en ce moment. Eh bien, il sera en direct sur Sud Radio juste après le journal de 18h. À tout de suite.